solution. Ben oui, d'une certaine manière, un pays qui a une décentralisation qui fonctionne mieux, le reste fonctionne mieux. Donc ça peut être une composante de sa richesse. Et puis bien sûr, ne pas oublier le capital naturel, renouvelable et épuisable. Je vais tomber mon flux, puisque tout à l'heure il faisait un froid de canard, mais je vois que l'ambiance monte, donc comment ça fait? Alors donc c'est ces quatre composantes du capital, vous savez, qu'on va retrouver, ce que je commençais à vous montrer tout à l'heure, avec la personne qui était suspendue là-dessus. Et alors il a fait ce travail-là, qui est un travail assez intéressant, puisqu'en fait on arrive assez facilement, alors il y a des bouquins, vous pouvez aller les lire, hein, en fait on arrive assez facilement à savoir quelle est la richesse d'un pays. Et après on divise par tête d'habitants, sinon on ne peut pas comparer, hein, c'est plus laisser faire. En fait, c'est grosso modo l'actualisation des flux de consommation sur une génération. Et puis à l'intérieur, une fois qu'on a ce montant-là, alors vous avez vu, je le calcul, oui, il ne se trompe pas quand même, parce que la Suisse, c'est plus que l'Éthiopie. Mais donc, en ordre de grandeur, n'est pas complètement faux. Et ça, c'est pas contesté, c'est bien bétonné par les gens là-dedans. Et puis après, il analyse à l'intérieur. Alors, c'est un peu embêté parce qu'on arrive assez bien à savoir quelle est la part qui est le capital technique, hein, pour la comptabilité nationale. On bidouille un peu ça, on arrive à voir dans la comptabilité nationale quelle est la part de capital produit. On arrive aussi à calculer le capital naturel, alors épuisable, genre les mines de pétrole. Alors, après, c'est discuter les uns les autres sur quelle valeur est au pétrole dans le futur. Enfin, on peut réussir à lui donner une valeur. Sur la forêt aussi, hein, je veux dire, il y a combien d'hectares, grosso modo le bois, ben, je vais prendre le tri du bois moyen sur le cours mondial, enfin, je capturerai déjà le moyen. Ce qui est plus embêtant, c'est sur le capital social d'une part et le capital humain. Donc généralement, on fonde les deux parce que c'est assez difficile de les faire. On les fait par soustraction, on appelle ça du capital intangible. C'est la partie soft, si vous voulez, du calcul. Et quand on calcule ça, on s'aperçoit qu'en fait, quand on regarde en pourcentage combien représente le capital produit, en pourcentage, pas en valeur absolue, en pourcentage chez un habitant d'un pays riche, c'est autour de 15, 20 et 15%. Dans un pays pauvre, c'est à peu près pareil, hein, un tout petit peu moins, peut-être 13-14%, donc en pourcentage, bien sûr. Par contre, la grosse différence, c'est dans le capital naturel. On s'aperçoit que dans un pays riche, vous qui êtes dans un pays riche, vous êtes un habitant d'un pays riche, le pourcentage dans votre richesse qui est représenté par le capital naturel, c'est 1, 2, 3%. Par contre, pour les pays pauvres, c'est beaucoup plus que ça. C'est des chiffres en moyenne. Hein, et on est à peu près 25% de la richesse par habitant de quelqu'un qui habite dans un pays en développement. C'est le capital naturel. Et finalement, c'est pas idiot parce que qu'est-ce que c'est que la différence entre un pays développé et un pays en développement? Elle est beaucoup dans le capital intangible. C'est le fait que vous avez pu venir à cette conférence aujourd'hui sans vous faire braquer, que ça a plutôt bien marché, le RER ou le métro fonctionnait même s'il y a de la neige, qu'il y a des institutions. Bien sûr, c'est que vous avez chance insolente, c'est que vous travaillez, vous êtes à Sciences Po, donc il y a un niveau d'éducation. Enfin, on retrouve, alors que des pays, et surtout des petits pays en développement, n'ont pas cette partie, que ce soit dans le capital humain, cette éducation, ou dans les institutions. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à mettre un chiffre derrière. C'est plus, il y a les pays développés, les pays sous-développés, etc. Paf, on commence à mettre un chiffre et on peut commencer à les comparer. Alors ça, c'est très intéressant dans le développement durable, parce que c'est un sujet dans lequel ça frise l'idéologie au bout d'un moment, après on dit c'est pas durable, c'est soutenable, on commence à jouer sur les mots et il n'y a pas un chiffre derrière. Donc quand on commence à mettre un chiffre, on peut commencer à en parler un petit peu. Et on peut faire des schémas, on peut faire des dessins. La même chose que ce que je viens de vous dire. Ici, vous avez un pays riche, vous voyez, ça c'est la part du capital produit, ça c'est la part en pourcentage, toujours par tête d'habitant, du capital naturel, ça c'est le capital intangible. Et là, on a un pays en développement. On voit qu'il y a quand même une sacrée différence qui est là. Et cette différence, elle est intéressante à regarder. Vous ne voulez pas vous mettre la route, sinon vous avez tort dans la tête. Non, c'est bon. Alors, bien sûr, ça va changer sur les pays. Hein, vous vous rendez bien compte que dans la part du capital naturel, alors surtout si on incorpore, et là c'est le cas là-dedans, tout ce qui est ressources épuisables, pétrole, etc. Donc il y a des pays où ce sera une grosse partie, et des pays où ce sera, vous voyez, le Maroc, c'est par exemple ici, puis là vous avez l'Algérie, évidemment, on voit bien la différence
énorme qu'il y aurait entre les deux là-dessus. Bon. Alors, toujours la même chose, si on regarde simplement sur les pays en développement, on retrouve ce que je dis tout à l'heure, 15-16% capital produit, 25% capital naturel, et le reste capital intangible. Alors regardons ce que c'est que la composition de ce capital naturel. Et bien ce capital naturel, surprise, on va retrouver l'histoire de la dame tout à l'heure qu'on voyait dans son champ. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie qui est ce qui est ressources du sous-sol, le bois, les non-ligneux, la biodiversité, ça c'est toute la partie culture, et la partie élevage. Et on voit que dans le capital naturel, en moyenne, sur tous les pays, bien sûr il y a des pays dans lesquels la forêt représentera beaucoup, d'autres ce sera que l'agriculture, ils n'ont pas de tout le bois. On voit que en moyenne sur les pays, les 3/4 de ce capital naturel, c'est les sols. D'où, pour ça que j'ai commencé par un exemple, par une photo où on voyait sur tous les sols. Alors bon, ça on peut faire ça, alors bien sûr c'est jamais la même chose, là c'est à Madagascar, les chiffres ne sont pas exactement les mêmes. Alors, ce qui est intéressant, voilà, ça c'était, regardez ça. Et donc là, vous voyez qu'on est en train de regarder, donc je reprends mon petit schéma, et j'imagine une personne qui est ici, qui est suspendue avec des élastiques à des poteaux, vous voyez, genre les jeux à la con là, on saute comme ça, pour essayer d'imaginer un petit peu. Et je me dis finalement son bien-être, son bonheur, son je sais pas quoi, il est fonction de ces 4 capitaux. Mais il faut bien rajouter la question du capital naturel, surtout dans des pays en développement, puisque je viens de voir que ça représentait une grosse partie de leur richesse quand on le calcule. Donc ne pas le faire, ce serait vraiment une grosse bêtise. Et finalement, je suis dans un raisonnement en stock là. Fini le PIB, les trucs de machin, je suis dans un... C'est quoi la richesse d'un habitant d'un pays, là en réfléchissant sur les pays pauvres. Et je me dis, alors bon, moi je les ai mis tous à la même hauteur, alors, bien sûr si ça vous fascine, vous pouvez commencer à en faire des choses comme ça, mais pour les besoins du schéma. Alors qu'est-ce que c'est que le développement? Le développement, et pourquoi il faut s'intéresser au capital naturel, généralement c'est de consommer du capital naturel. Si vous prenez des pays comme la Côte d'Ivoire, avant l'indépendance et après l'indépendance, il y avait énormément de forêts, pouf, il y avait des habitants géniaux, des Baoulés qui ont fait venir des Dioula du Mali. Ils ont mis la forêt par terre, ils ont du bois, et à la place, ils ont mis du cacao, du café. Homme, premier producteur mondial de cacao du monde. Alors ça, c'est la machine qu'on a tous appris. C'est fantastique. Donc là, la balance des exportations, sujet d'actualité sur la France, là, vous voyez, wow, elle est fantastique. Vous distribuez de l'argent dans les campagnes, l'État gagne, peut faire des infrastructures. Enfin, on est dans le schéma gagnant classique que l'on a fait, qui a d'ailleurs fait énormément décoller ce pays. Mais ce que l'on oublie souvent, ou même très souvent, c'est que le capital naturel, par rapport aux 4 autres capitaux qui sont présentés là-dessus, il a une caractéristique, et ça je vous suggère de bien vous le mettre dans le crâne, parce qu'à chaque fois qu'après on écrit quelque chose, on l'oublie, c'est qu'il y a des effets de seuil. Alors qu'est-ce que c'est qu'un effet de seuil? Donc c'est toujours avec la pêche que c'est le plus facile. Donc là j'ai pris un plein, c'est un schéma du Millennium Ecosystem Assessment. Donc ça c'est l'évolution des captures d'un stock de morues près de Terre-Neuve, près du Canada, 1850 maintenant. Donc ça c'est l'histoire de progressivement les gens pêchent ce truc-là, notamment des gens qui venaient de France. Hein. Ça c'est toute l'histoire des paysans sans terre de Bretagne en fait. Hein. Les gens n'avaient pas de boulot, enfin ils ne pouvaient pas rester à la ferme. Ils allaient à Paimpol, Roscoff, Saint-Malo, Perros-Guirec, etc. Ils s'embarquaient sur des nourritiers à la voile et ils allaient... non. Et puis après la guerre, la technologie a commencé à s'améliorer, donc on s'est mis à chaluter avec des chaluts à moteur. Sur le côté classique, pêche arrière, enfin, le truc s'est amélioré. Au lieu de faire de la morue salée, on s'est mis à la congeler entière, en filet. Puis là, c'était triomphant dans la fin des années 70. On produit à ce moment-là, à bord, carrément, ce qu'on appelle du poisson carré, pané, qui est, une fois débarqué va directement dans les racks des supermarchés. Et puis là, d'un seul coup, flac, le truc s'est effondré. Il s'est effondré, c'est la surpêche, etc. Au moment où on commençait à pêcher les femelles avant qu'elles se soient reproduites, l'affaire ne dure pas très longtemps. Donc l'affaire s'est effondrée, donc il y a vraiment eu un effet de seuil. Et d'ailleurs, l'effet de seuil, il est assez inquiétant, puisque ça fait maintenant 10 ans que ce stock-là, je crois, il est fermé à... Enfin, je sais qu'il est fermé à la pêche, mais les gens de recherche qui vont tous les ans, ils vont faire des essais pour voir ça, ils reviennent, on leur dit « Alors ?» Ils disent « Non, elle n'est pas revenue. » On ne sait pas pourquoi. Ça y est, on est dans la biodiversité, dans la biologie,
et peut-être une autre bestiole qui a pris sa niche, quand même un truc compliqué. C'est peut-être pas une irréversibilité, mais c'est quelque chose qui est un peu comme ça. Donc on a un effet de seuil. En plus, on a un doute sur une irréversibilité. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a un effondrement du capital naturel? Par exemple, ce que je viens de dire ici. Ou la dame qu'on a vue tout à l'heure. Si cette dame qui faisait de l'agriculture est dans un endroit où il n'y a plus d'autres forêts qu'elle peut aller prendre derrière, en fait que la fertilité de son sol se casse la figure, l'effondrement il est brutal, et en fait cette dame, la principale conséquence de ça, c'est qu'en fait